Vous voyez la Mamba? Ça coûte cher, c'est un véhicule blindé. Ils ont brûlé, ils ont mis le feu. C'est ça la marche pacifique. S'ils viennent, on le cogne et on retire. Ça, vous avez un PMK. Ça, c'est une arme de guerre qui peut tirer en rafale comme au coup par coup. Ça, c'est une carabine SKS, mais qui utilise les mêmes munitions. Ça, c'est des armes qui ont été retrouvées dans les mains des civils. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'État. Plus d'État, mieux d'État. Tu viens d'où? Vous mettez comme ça t'a sauvé? Et c'est ça t'a sauvé? Tout le temps. Les populations, faites comme vous voulez. Vous voulez vous rendre coup sur coup, vous le faites. Ou je vous dis, attendez, on peut trouver une autre solution. Certains l'appellent l'axe du mal, d'autres l'axe du changement. De la cimenterie Amdalaï en passant par Bambeto et Koza, la zone est considérée comme étant le bâtiment des révolutionnaires. Elle abrite de jeunes bouillants, intrépides, qui pour défendre leur point de vue sont prêts à tout et même à l'ultime sacrifice. Mais pourquoi ces jeunes ont-ils le nerf si vif? Qu'est-ce qui explique cette colère? Nous avons cherché à les approcher pour mieux les connaître. Bienvenue à toutes et à tous. Bambeto, jour de manifestation. Les jeunes font face aux agents des forces de l'ordre et les défient. Les agents sont munis de boucliers, de matraques, de bombes lacrymogènes. Des barricades sont érigées, des pneus brûlés et les accrochages débutent. Dispersés, beaucoup d'entre eux se faufilent dans les quartiers dont ils maîtrisent au centimètre près les recoins. Des ordres sont donnés à ne pas s'y aventurer. Ceux qui sont là-bas, là, protégez-les, envoyez des véhicules à côté. Voilà, à ce niveau-là, vraiment, ça se passe bien. Donc, veillez sur le truc là-bas. Vous ne vous aventurez pas dans le quartier, dégagez la voie publique et vous permettez aux gens de circuler, s'il vous plaît. Mais lorsque des agents prennent le risque d'y aller, ils s'en sortent avec des blessures. Même le passage du train transportant la bauxite ne constitue pas une trêve de part et d'autre. Il arrive que des contre-manifestants se mêlent au jet de pierre, mais les conséquences sont les mêmes. Ce jour de manifestation, un homme fuit et s'approche des policiers. Son accoutrement est pour le moins surprenant. Des manifestants l'ont pris pour un chasseur traditionnel, communément appelé Donzo. Le colonel Ansoumane Kamara, directeur des unités d'intervention de la police, est sur ses nerfs. Ah, pour quand? Et c'est ton fils qui t'a sauvé? Est-ce que ça t'a sauvé? Tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? Vous mettez comme ça t'a sauvé? Et c'est ça t'a sauvé? Pour quand? Après, on va dire, il y a des gens s'infiltrer. Maintenant, tu es féticheur, ça t'a sauvé? Ça t'a sauvé? Tu es féticheur, ça t'a sauvé? Dis donc, quitte, mais allez, va là-bas, va, ils vont te sauver. Quitte ici. L'homme, très essoufflé, s'en défend. Mettez le cotonnier. Mettez le cotonnier, Aboubakar Kamara. Voilà. Cotonnier, mettez le cotonnier. Mettez le cordonnier. Ouais, à Madina Matembalia. Qui t'a blessé? Et les populations, Bambeto. Plus loin, les jeunes ont réussi à repousser les policiers qui ont abandonné sur place un camion de maintien d'ordre, appelé Mamba, tombé probablement en panne. Quelques instants après, il sera incendié. Vous voyez notre Mamba? Pas quitte ici, dis donc!
Vous voyez la Mamba? Ça coûte cher, c'est un véhicule blindé. Ils ont brûlé, ils ont mis le feu. C'est ça la marche pacifique. Vous avez vu? Mais ça suffit. Prenez l'image de vous faites passer à la télé. Lorsque, pour des opérations de maintien d'ordre, il y a des morts, cela crée de l'indignation et de la colère. Les jeunes de l'Axe pointent du doigt les gendarmes et les policiers qui n'hésitent pas, selon eux, à faire irruption dans leur domicile. On n'utilise pas des armes de guerre quand il y a manifestation, parce que je suis là toujours quand le coordinateur national des escadrons de gendarmerie mobile donne son ordre initial. La dernière phrase à prononcer, interdiction formelle d'utilisation des armes de guerre. Mais exceptionnellement, du moment qu'on dise que les manifestations comme débutent de 8h à 18h, il y a les bandits qui profitent de cette situation pour changer de camp ou de fusil d'épaule. Donc ceux-ci utilisent des armes de guerre. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve des armes de guerre, des lance-pierres, des fusils de chasse et des frondes. Vous êtes là, un journaliste, vous avez votre maman ou votre papa. Quelqu'un jeune vient et saccager votre maman ou saccager votre père. Là, quand même, vous allez faire une autodéfense. Ça, c'est sans problème. Quand il y a manifestation, on est menacé par les gendarmes, les policiers, ils rentrent dans les foyers des gens, détruire les choses qui se trouvent là-bas. Même, il y a un cas qui s'est passé tout récemment, là, je ne sais pas quel jour. Il y a des gendarmes qui sont venus ici, rentrer dans les quartiers des gens, à la cité Anko 5 ici, saccager les gens, verser les repas des gens. Vous voyez? Et avec ça, est-ce qu'on peut évoluer avec ça? Le régime qui est là, le régime ne fait rien. Des fois, au vu et au su de tout le monde, on repère dans le lot des manifestants quelqu'un qui a une arme, quelqu'un qui a une arme de guerre ou une arme blanche. On ne fait rien, on mène nos investigations. Du moment qu'on a déjà un service de renseignement très pointu, où on a des gendarmes qui travaillent en civil, on les met dans le dispositif des manifestants pour qu'ils suivent ce manifestant-là, pour voir dans quelle concession ce manifestant va rentrer, raison pour laquelle, des fois, nuitamment, on fait une violation de domicile. C'est légal s'il s'agit d'une arme de guerre. Cet homme a perdu son enfant lors d'une opération de maintien d'ordre. Je l'ai laissé ici, il avait ses habits. Il disait qu'il veut aller à la mosquée. Bon, j'ai pris le temps pour aller à Dubeka parce que j'avais gagné un nouveau chantier pour aller travailler là-bas. Maintenant, je l'ai laissé pour laver les habits maintenant. Je suis parti. À mon retour, je suis venu jusqu'à Kabele. On m'a appelé que je faisais sur mon enfant. J'ai demandé, je me dis que c'est les militaires. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais d'après, mon frère m'a appelé, il dit là, ils ont envoyé les petits à la Suède, on est en train de faire les propositions pour prendre tous les risques. J'ai dit d'accord, je suis sur la route. Ce jour, j'ai marché de pied à cause jusqu'à ici. Parce que j'étais complètement devenu comme un fou, je ne savais pas comment faire. Bon, je suis venu et je suis rentré à la maison. Après la prière maintenant, à 16h, les gens sont venus me dire que mon enfant est décédé. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Et moi, je suis un peu, sa maman, c'est une malinquée, elle s'appelle Amina Tamara. Nous ne sommes pas pour autre chose, nous sommes toujours pour la paix. C'est très probable, c'est ce que les parents, les accompagnants disent, que c'est une balle dans le ventre. Quel est son état maintenant? Pour le moment, sa vie n'est pas en danger. Donc la balle a pu rester dans la paroi. Elle n'a pas dû aller faire de lésions à l'intérieur, a priori, s'il y a une balle. Il est arrivé que le président de la République appelle au calme et à la retenue face à l'ampleur de violence. J'insiste sur le fait que la violence est inacceptable, hautement irresponsable et condamnable. La violence
c'est une mère qui pleure son fils innocent. C'est un commerçant qui a perdu sa boutique et n'a plus de quoi travailler et faire vivre sa famille. C'est une jeune femme qui ne peut plus aller au marché parce qu'elle a peur. Ce sont des élèves qui sont détournés de leurs études au moment où ils doivent passer des examens pour couronner une année d'efforts intenses et de sacrifices. La Guinée est un état de droit où nul n'est au-dessus de la loi. J'ai demandé au ministre de la Justice de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d'un pôle de juges exclusivement chargé de faire la lumière sur les récents événements et de rendre justice à toutes les victimes. Le Premier ministre a aussi effectué une sensibilisation sur le terrain. Aujourd'hui, au Fouta, on ne tue pas, on n'attaque pas les Maliens, on n'attaque pas les Soussous et tout. On ne le fait pas. En Basse-Guinée ici, on ne le fait pas. On ne le fait pas en forêt, on ne le fait pas, n'est-ce pas, en Haute-Guinée. Sauf, n'est-ce pas, ici. Dans la ville de Conakry aussi, c'est cette zone. C'est pourquoi nous devons nous asseoir. On est d'accord avec le Halpolar et tout le monde pour qu'ensemble on voit définitivement comment mettre fin à ces souffrances-là. Nous avons visité des cliniques, on a vu des jeunes dont vous parlez là qui sont morts pour rien du tout, qui ont perdu la vie. Ils n'auraient pas dû mourir. C'est ce qui nous rend tristes. Les ambassadeurs sont allés dans les quartiers chauds après les violences. Le constat est amer et les attaques prennent souvent une allure communautaire. John m'a dit, ah, toi tu es Peul. Après, je parlais avec quelqu'un au téléphone. Il y avait un de mes frères qui m'a appelé. Je lui disais, je n'ai pas vu ma mère. Après, elle a dit, toi tu es Peul. Directement, j'ai paniqué. J'ai fait comme ça. Je ne savais pas quoi lui répondre. Parce que je peux lui dire que je suis Peul alors que lui n'est pas Peul. Il me fait du mal ou autre chose. Je ne savais pas quelle réponse lui donner. Après, il y avait un petit qui était avec lui. Il a dit, ah, laisse-la. Moi, je la connais. Ne lui fais pas du mal. Il a dit, on n'est pas là pour ça. Directement, il m'a giflé, il a pris mon téléphone. Après, il sortait le couteau dans sa poche. J'ai pris la fuite. Heureusement, j'ai pu m'en sortir. Il ne m'a pas rattrapé. Maintenant, quand je suis sortie, j'ai vu les agents dehors. J'ai dit, rentrez. Les jeunes qui sont à l'intérieur, c'est des bandits. Je dis, rentrez, vous allez sécuriser les biens, au moins comme les gens sont sortis. Après, ils ne m'ont pas écouté. Les jeunes se faufilaient ici devant eux. Ils n'ont rien pu faire. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de sécurité. On vit dans l'insécurité totale. On est dans la jungle. Le plus fort, il écrase le plus faible. Donc moi, je me demande comment faire maintenant. Parce que là, les jeunes ont dit, quand on sortait, ils ont dit, c'est pas fini, on va passer le soir. Oui, les Guinéens n'ont pas de problème entre eux. Il y a quelques radicaux dans tous les camps qui ont un problème entre eux. Mais ce n'est pas une question de voisins attaquer d'autres voisins. Moi, je suis étranger, je ne peux pas distinguer entre Fulani, Malakais, tout ça. Je suis devant la Guinée. Et pour moi, ce n'est pas nécessaire. Quand je vais à l'hôpital pour visiter les gendarmes blessés, je ne demande pas est-ce que vous êtes Fulani, est-ce que vous êtes Soussou, est-ce que vous êtes Malakais. Quand je parle avec quelqu'un qui a perdu toute la résidence, la maison, pour moi, ce n'est pas intéressant quelle est la langue nationale qu'il parle chez lui. So, le message du gouvernement, de l'opposition, des imams, des prêtres chrétiens, de la société civile, tout le monde, restez calme. Allez voter. Laissez la violence, quittez la violence, et laissez les forces de l'ordre de maintenir la sécurité pour tous les Guinéens. Lorsqu'on effectue un tour d'horizon sur la zone, l'on se rend bien compte que l'État est plus présent en termes de gendarmerie, de commissariat qu'en termes d'écoles et d'infrastructures récréatives. L'axe Wanindra, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Ici, on peut voir des écoles privées, mais on ne peut pas voir des écoles publiques. Il n'y en a pas des écoles publiques et il n'y en a pas des universités publiques. L'université publique qui suit à Somphonia, je tapais d'ici Somphonia. Je tapais d'ici Somphonia, aller comme retour. Personne ne me donne même un prix d'eau glacée.
Quand même, nous sommes marginalisés. Ça, c'est sans problème. Il faut qu'il y ait de l'État. Plus d'État, mieux d'État. Ça veut dire que il faut qu'il y ait des infrastructures de base, des écoles, des centres d'apprentissage, des lieux de formation, des structures de santé. Il faut aussi donner à ces jeunes la possibilité, pour certains parmi eux, ceux qui sont en âge et qui le méritent, de pouvoir accéder à des emplois à l'intérieur des forces de sécurité. La zone dont vous parlez, elle est la moins bien lotie en termes d'infrastructures publiques. Regardez de Hamdallah jusqu'à Wanindara. Vous n'avez pas un lycée public. Vous avez des centres de santé qui sont en réalité, qui appartiennent à des ONG. Je peux multiplier les exemples. Sans compter que, quand vous regardez comment on appelle ça, la structure pyramidale de l'âge, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes avec un très fort taux de natalité et une population jeune relativement très importante par rapport au reste de la ville de Conakry. Vous avez dans cette zone la plus grande concentration de jeunes, c'est-à-dire de la caractéristique de la population guinéenne par rapport aux autres quartiers. Et c'est là où vous rencontrez le plus fort taux de déscolarisation, d'abandon scolaire. Parce que pour aller à l'école, il faut pratiquement payer le transport et aller à des milliers, à des dizaines de kilomètres afin d'aller. Le lycée le plus proche, c'est Kipé. Il faut aller jusqu'à Kipé. Et donc, sans compter que c'est aussi une zone, si vous regardez en termes d'emploi, vous allez vous rendre compte que le taux de chômage est l'un des plus élevés. Il s'agit simplement de circuler dans ce quartier le matin pour vous rendre compte, non pas le matin ils dorment, dans les environs de 11h ou 12h pour voir qu'à cette période-là, les gens se réveillent. Et donc, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Les jeunes, désœuvrés, se trouvent être des proies faciles à toute forme d'endoctrinement. On sent que ici, le pouvoir nous a abandonnés, puisque nous sommes un peu marginalisés. Par exemple, dans l'administration, quand vous partez là-bas, il n'y a que la mouvance, les personnes du pouvoir seulement qui sont là-bas. Vous voyez, donc on peut dire qu'on est un peu marginalisés, donc on nous a abandonnés. Le chômage, le manque de services sociaux de base renforce le sentiment d'abandon chez les jeunes. Autour d'un thé ou dans les kiosques de jeu, ils ruminent leur colère. Les difficultés liées à l'accès de l'emploi, c'est presque le manque des moyens. Quand nous partons au ministère de zone pour l'emploi, ils nous demandent de l'argent. Et nous sommes des élèves, nous avons été des élèves en plus pour être étudiants. Aujourd'hui, nous nous sentons quand même sans emploi et nous sommes abandonnés. Nous n'avons, même à l'université, nous avions promis des dortoirs, mais nous ne voyons rien en Guinée. Toutes les promesses qui ont été tenues par le professeur, quand même nous ne voyons rien aujourd'hui. Quand même ce n'est pas réalisé parce que nous avons toujours su que le professeur Alpha Condé, il a été un professeur de droit qui a enseigné à Paris. Un professeur aussi qui a lutté pendant une quarantaine d'années pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Aujourd'hui, nous voyons quand il y a marche en Guinée, nous sommes à 100% marginalisés par le pouvoir en place. Quand même, nous sommes marginalisés. C'est-à-dire dans tous les domaines. Rien ne bouge, rien ne va. Rien ne bouge, rien ne va. Quand même, quand nous partons prendre le cas des marches qui se sont succédées en Guinée, nous voyons les gendarmes, les policiers qui sont vêtus de tenues, armés, rentrer dans nos propres concessions, nous fouiller, nous frapper nos mères, saccager, verser nos rues. C'est que nos mères souffrent pour chercher, pour nous nourrir à la maison. Quand même, nous sommes marginalisés. Nous sommes là du matin au soir, on ne fait que préparer du thé. Il n'y a pas là où aller, il n'y a pas de travail. Même pour le prix du sucre ici, sauf si on demande à tout un chacun d'enlever 500 pour qu'on cotise pour acheter le sucre. Vraiment, j'ai une grande haine contre le pouvoir. Parce que rien ne va du tout. Nous sommes dans le chômage ici, rien ne va. Le régime en place, je ne peux pas dire que le président qui est en place ne fait rien pour le pays. Mais vraiment, c'est son entourage qui n'est pas bon. La famille est là, ils sont là à dire que j'ai fini les études, je dois faire quelque chose pour eux, mais s'il n'y a pas là où aller travailler, comment on fait gagner de l'argent? Même le matin, c'est à eux que je demande le prix du déjeuner, il n'y a pas à aller au travail. Vous voyez,
comme un jeune étant comme moi, actuellement ça trouverait que je suis marié, mais il n'y a pas là où aller mon frère. Les populations de l'axe Amdalaï-Cimenterie sont en majorité issues d'une même communauté. Cela est-il un facteur de violence ou de repli identitaire? Lorsque une population d'une même communauté habite une zone donnée, qu'elle est privée des commodités de la vie moderne, de l'eau, de l'électricité, que le quartier ne soit pas loti, qu'il n'y ait pas d'infrastructure de base, école, centre de santé, des commodités de la vie moderne, il est très facile pour des acteurs politiques de faire comprendre que la raison pour laquelle cette communauté ou cette zone n'a pas accès à ces commodités de la vie urbaine, c'est parce qu'ils appartiennent à une communauté donnée. Le fait d'habiter ensemble a aussi une autre conséquence. S'il y a des actions de lotissement, d'urbanisation, qui exigent des déguerpissements, de la délocalisation et tout ce qui s'ensuit, il est toujours possible pour des acteurs de dire la raison pour laquelle on veut casser des maisons, tracer des routes, c'est parce que vous n'appartenez pas à la même communauté que celui qui dirige le pouvoir. La concentration ethnique dans des zones en Guinée n'est pas propre simplement à l'habitat, c'est aussi dans l'activité économique et même dans l'activité professionnelle. Regardez très bien, vous partez à Madina, ceux qui vendent du riz, de la cigarette, ce sont des peuls. Les pièces de rechange et la friperie sont malinqués. Ceux qui réparent les congélateurs et les frigidaires sont des forestiers. Et vous allez trouver la même spécialisation ethnique dans les activités professionnelles. Si vous partez par exemple dans certains ministères, vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus de peuls que de malinqués. Dans d'autres, par exemple au niveau de la sécurité, il y a très peu de peuls par rapport aux autres communautés. Parce qu'il y a ce que l'on appelle des valeurs. En fait, il y a un mimétisme dans nos sociétés qui explique le fait que, d'une certaine façon, on fait les mêmes activités, on habite les mêmes zones et on préfère être dans un environnement, disons, apparemment qui est ethnique, mais en réalité qui est le résultat d'un processus historique. Cette communauté se sent frustrée. C'est ce que je disais, que tous les conflits viennent du non-respect des droits de l'homme. Oui. Et il faudrait que les droits de l'homme soient respectés. L'existence des ethnies, c'est une réalité. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas nier. Il y a des gens, il y a une communauté qui parle la même langue, qui a une même culture. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est une existence normale. Ce qu'on peut faire, c'est de chercher à donner les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes obligations à toutes les ethnies à égalité. L'impunité est perçue comme l'une des causes du ressentiment des jeunes. Beaucoup gardent encore en cœur les événements de Cap-Rail, la marche de 2007, le massacre du stade du 28 septembre et les nombreux morts lors des manifestations politiques. Vous savez, pour un départ, ces jeunes nous ont stigmatisés parce qu'ils se disent que en cas de manifestation, ce n'est pas des humains qui viennent vers eux. De notre côté, nous les stigmatisons. On dit manifester. Manifester, c'est quoi? C'est juste exprimer un mécontentement face à un problème ou bien face à une autorité. Mais le problème, c'est quoi? La manière dont les Guinéens manifestent, c'est quelque chose, c'est que ça dépasse l'imagination. Ce n'est pas une manifestation en fait, c'est une violence. Manifester, c'est quoi? Juste quitter un point A pour un point B. Mais en Guinée, les manifestations, quand ça commence sur le point A pour aboutir au point B, entre les deux points, il y a toujours des problèmes. C'est là où on rencontre tout. La justice n'est pas une valeur en laquelle ces jeunes croient. Certains préfèrent se rendre justice soi-même. C'est à cause de notre ami qui a été victime hier. Hier, jusqu'à 16h, on était sur le quartier assis. Après à 17h, qui est élevé par Kabombo, on a accompagné jusqu'à travaux. C'est là-bas les CMS sont tirés sur lui. Nous, maintenant, il n'y a pas la pagaille ici. On a enlevé tous les barrages ici. Nous sécurisons nous-mêmes sur le quartier.
Et pas la pagaille, c'est le CMS qui vient et gratter les magasins et rentrer et se faire sortir les bagages et amener. Comment vous allez vous défendre? Nous se défendrons ici. Il n'y a pas l'arme ni rien. Avec les cailloux de sac, on se défend ici. S'ils viennent, on les cogne et on retire. Tu as un couteau là? J'ai un couteau. C'est comment ça? Vous voyez? Pourquoi tu as ce couteau là? Le couteau là, ils m'ont cogné avec ça le matin là. Comment ils t'ont cogné? Les bandits, les braqueurs ont venu braquer, ils voulaient braquer un taxi ici le matin. C'est pour ça, vous voyez le couteau. Donc tu es intervenu? Je suis venu pour intervenir, je n'ai pas que j'ai enlevé ça. Si tu n'as pas ton couteau, si je n'ai pas le couteau, on va le tuer. Moi j'ai un couteau. C'est pour ça qu'ils touchent l'armée, avec le couteau, oui. Ça est là. C'est notre défense avec les ciseaux. S'ils sortent, c'est ça qu'on sort avec. Ils ne sont pas les seuls à considérer que la justice ne fait pas son travail. Tous les sondages qui ont été réalisés en Guinée arrivent à la conclusion que les citoyens guinéens considèrent que les deux services les plus corrompus de Guinée sont la justice et la police. Ça, c'est le résultat de toutes les études. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut que non seulement que les Guinéens, de façon générale, pas spécifiquement eux, aient le sentiment qu'en allant à la justice, moi, avec mon doctorat, je n'irai jamais à la justice. Parce que je sais comment je vais rentrer, je ne sais jamais comment je vais sortir. Si moi j'ai peur d'aller à la justice, imaginez-vous un citoyen ordinaire, est-ce qu'il va prendre la peine d'aller à la justice? Parce que si on ne se dit pas la vérité, on ne résoudra pas le problème. La justice, non seulement elle est distante, pas simplement physiquement, mais aussi elle est distante parce que tout simplement, les gens qui vont là-bas n'ont pas le sentiment que la justice a été dite, prononcée correctement. Et donc, le sentiment d'injustice est un sentiment de révolte. Lorsque tu sais que quand on te violente, tu ne peux porter plainte nulle part. Et si tu portes plainte, tu n'obtiendras jamais gain de cause, tu te dis, mieux vaut régler mon propre problème. Vous avez vu le budget de la justice, le pourcentage par rapport au budget général. Mais ils ne peuvent rien faire. Le ministère de la Justice, jusqu'à présent, n'a pas de locaux. Oui. C'est sans domicile fixe, ils étaient à la cour d'appel. Depuis 56 ans d'indépendance. Le ministère est dans les locaux de la cour d'appel. Voyez-vous. Mais ça signifie, c'est que ça explique effectivement la réalité. L'Assemblée nationale, depuis 56 ans, elle est où? Elle est au palais du peuple. Elle n'a pas de la justice. L'Assemblée nationale, ce sont des SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Comme les gens qui couchent sous les ponts ou dans la rue. Il faudrait un bâtiment spécial pour l'Assemblée nationale. Oui, mais cela vient de quoi? C'est qu'en Afrique, en général, il y a un seul pouvoir. C'est l'exécutif. L'exécutif. Les autres sont des pouvoirs purement formels. Ça n'existe pas, en réalité, dire. Oui. Mais voyez le palais de la présidence par rapport à l'Assemblée nationale et à la justice. Ça montre les relations. Oui. Et on parle de séparation de pouvoir. En réalité, ce n'est pas encore une réalité en Afrique. L'axe figure au cœur des opérations des forces de l'ordre. Dans la nuit du 24 septembre, des jeunes ont été arrêtés dans la commune de Ratoma, au quartier Jean-Paul II, et conduits 2 jours plus tard à 700 km de Conakry, à Soronconi, dans un camp de béret rouge situé à Cancan. L'acte a suscité l'indignation des organisations de défense des droits de l'homme. Et d'après les premières informations, les autorités guinéennes disaient qu'elles ne savaient pas qui les a arrêtés et qui les a envoyés à Cancan. Ce qui est très étonnant, parce que pour qu'un camp militaire reçoive des gens, il faut que ce camp militaire soit informé de ce qui se passe et qu'on leur dise, voilà telle personne qui arrive, prenez-les dans telles conditions. Bon. Mais ce qui est grave, c'est la façon de les arrêter, la façon de les transporter et surtout l'action menée par ces forces par rapport à ces jeunes. Parce qu'il y avait des mineurs dans le groupe. Grâce au ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, ils seront relâchés après plus d'une semaine de détention.
Nous sommes allés à leur rencontre. Certains souffrent de traumatisme et craignent encore pour leur sécurité. Tout ce que je ressens là, je manquais comment m'habiller. Parce que la manière qu'on est parti de là-bas, je reviens jusqu'à ici, ça m'inquiétait très beaucoup. Je ne peux pas dormir la nuit, je ne me sens pas à l'aise aussi. Parce que les traitements qu'on nous a traités, la manière qu'on nous a exploité là-bas, même un animal ne pourra pas l'exploiter comme ça. Parce que tu auras pitié de l'animal même. Parce que ce que tu demandes, le service envers eux, on te frappe. Parce que moi je demande le service d'appeler ma mère, parce que ma mère est malade, elle a tension. Comment, je veux savoir comment son état. Elle m'a dit, pourquoi que je lui demande ça. On m'a couché à terre, on m'a bastonné. Donc je suis maintenant, là où je suis, je vais mourir. Jusqu'à présent, je le pense. Avec la douleur, je ne me sens pas à l'aise. Ma tête toujours, ça me fait mal. Chaque minute, les réflexions me tapent. Chaque minute, les réflexions me tapent. Beaucoup, beaucoup même. Durant leur trajet, il n'était permis à personne de parler. Ils étaient contraints au silence lorsque le camion militaire dans lequel ils se trouvaient traversait un village. Quand on dit qu'on va parler, ils disent ouais, si tu pars là-bas, je rentre. Ils ont tous des armes sur nous. Quand on arrive comme ça à les petits villages, une douche de coucher, quiconque lève sa tête, on te tire. Les ferme les yeux encore. Donc on est parti dans sa jusqu'à se rencontrer. Il y avait des armes, parce qu'il y avait 8 personnes qui nous gardaient. 8 personnes. Ouais. Il y avait 4 devant, il y a 4 derrière. À la clinique Ambroise Paré, d'autres hommes en uniforme sont soignés. Après, ils ont envoyé 3 litres d'essence, 20 litres, 20 litres. On était un nombre de 5 personnes. Toutes ces 5 personnes-là, c'est moi qui étais un peu plus gros que ces autres. J'ai commencé à le faire soulever. Ils ont monté sur le toit. Ils ont vu que vraiment, si je fais ça, les amis là-bas courir. Je vais faire sauter le flèche sur moi, avec il y a un balle blanc et un fer sur le conteneur. J'ai versé tout l'essence. Les amis sont sautés. Ça voulait rester à moi sur le bord. On m'a dit maintenant, j'ai commencé à me déshabiller. On me dit quoi, non, tu ne vas plus maintenant. Toi, c'est fini pour toi. On va te faire rigoler. Le médecin-chef de la gendarmerie ne comprend pas ces violences, surtout quand il s'agit de manifestations pacifiques. La première manifestation d'ailleurs du 18, on était à 98 blessés. 98. Là même, l'ambassade des États-Unis était venue un matin les voir. C'est-à-dire, si la politique pouvait comprendre franchement que ça fait qu'ils trouvent la solution à tous les problèmes, au lieu d'arriver sur ce terrain-là, c'est encore des problèmes, mais c'est que c'est toujours des Guinéens contre des Guinéens. Si on pouvait être Guinéen pour les Guinéens, ce serait beaucoup bon, mais l'un contre l'autre, alors que nous sommes de la même famille, on a ce pays-là, c'est pour nous tous. Voilà, vous avez un caoutchouc qui est là, ils mettent juste une grosse pierre ici, puisque quand ils manifestent, ils ne peuvent pas s'approcher de nous. Vous avez vu, ils ont préparé de sorte que l'index prend le trou du fil et à partir de là, il prend une position, c'est ce qu'on appelle chez nous, gendarme, attitude universelle de riposte. Donc quand il fait ça, il lâche avec le bout du doigt, c'est la pierre qui s'en va. Et pour quelqu'un qui a des armes conventionnelles, c'est du caoutchouc. Et quand ça casse, c'est parti, le gars tombe. Le caractère violent de ces manifestations s'expliquerait par la difficulté de communication entre les jeunes et les forces de l'ordre. Quand ils sont en face des forces de l'ordre, les forces de l'ordre ne parlent pas leur langue. S'ils doivent communiquer avec les forces de l'ordre, il faut utiliser soit le français, soit une langue qui n'est pas la langue maternelle. C'est-à-dire que vous n'avez aucun membre des forces de l'ordre qui viennent dans cette zone qui parle la langue de la communauté qui habite cette zone. Ils sont donc absents. Par conséquent, ils ont l'impression d'être envahis, d'être étouffés,
d'être dans une situation de domination d'une catégorie sur eux. Et c'est pour cela que quand on fait de la sécurité, on ne fait pas simplement de la répression. Par exemple, cette concentration de commissariats ou de brigades de gendarmerie aurait été plus bénéfique si, au lieu de se contenter d'attendre le jour de la manifestation pour venir mater, si ces gens partaient dans les quartiers, rencontraient les jeunes, organisaient avec eux des matchs de football, et ainsi de suite. Mais non, ils ne le font pas. C'est-à-dire ils sont là, ils sont cantonnés du matin au soir, assis, attendant le repas et attendant le moment d'utiliser le gaz lacrymogène. Donc, vous avez donc un cocktail suffisamment explosif. Vous savez, pour un départ, ces jeunes nous ont stigmatisés. Parce qu'ils se disent qu'en cas de manifestation, ce n'est pas des humains qui viennent vers eux. De notre côté, nous les stigmatisons. On dit manifester. Manifester, c'est quoi? C'est juste exprimer un mécontentement face à un problème ou bien face à une autorité. Mais le problème, c'est quoi? La manière dont les Guinéens manifestent, c'est quelque chose, c'est que ça dépasse l'imagination. Ce n'est pas une manifestation en fait, c'est une violence. Manifester, c'est quoi? Juste quitter un point A pour un point B. Mais en Guinée, les manifestations, quand ça commence sur le point A pour aboutir au point B, entre les deux points, il y a toujours des problèmes. C'est là où on rencontre tout. Du côté des forces de l'ordre, l'on affirme que les agents ne sont pas choisis en fonction de leur ethnie ou de leur communauté. L'armée est constituée de toutes les 4 régions naturelles, vous serez d'accord avec moi. Donc celui qui a la chance de se retrouver dans la zone de Ratoma, c'est ta chance. Il n'y a pas une sélection, nous on défend le rouge, jaune, vert. On n'a pas besoin de dire que tel margi est Peul, tel colonel est Malinké, tel commandant est Soussou. On n'a pas besoin de ça. On dit 1, 2, 3, 4, embarqué, c'est parti. Parce qu'on a la même mission, on a la même éthique, on a la même déontologie. Mais c'est vrai, dedans, il ne faut pas l'occulter aussi. Il y a des dérapages, il faut oser le dire. Donc, il y a de ces parents des fois qui viennent nous rendre visite. Moi, j'en reçois presque à longueur de journée des parents de Bambeto. Oui, commandant Barry, je sais que vous, on peut s'entendre. Maintenant, on voulait juste que vous nous montrez le général pour qu'on trouve un terrain d'entente entre lui. La circulation des armes de guerre, l'utilisation des armes blanches par des manifestants est un souci majeur chez les agents des forces de l'ordre. À l'interne, donc où des camps militaires ont été cassés, des magasins d'armement ont été cassés, les armes se sont volatilisées, on ne connaît pas la destination. Ça c'est un. Deux, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée guinéenne est sortie aussi pour défendre d'autres pays, pour faire revenir l'ordre dans certains pays où les militaires sont revenus, il n'y a pas eu de contrôle sérieux. Et des fois même le gars, il casse la pipe, je veux dire qu'il meurt, mais la famille ou les enfants ne rendent pas ses armes. Donc une arme vendue peut leur faire 1 million et quelques. Ça, vous avez un PMK, ça c'est une arme de guerre qui peut tirer en rafale comme au coup par coup. Ça c'est une carabine SKS mais qui utilise les mêmes munitions. Ça c'est des armes qui ont été retrouvées dans les mains des civils. Pour éviter que la violence ne prenne une autre allure, le ministre des droits de l'homme est allé à la rencontre des jeunes surchauffés. Mais le dialogue semble être difficile. Je vous propose, ce que je vous propose, c'est de m'écouter. Si vous m'écoutez, je vous écouterai. J'ai pris mon temps, je suis venu ici, avec Dr Oussou, pour venir vous dire ce qui est élémentaire. Il y a deux choses simples dans la vie. La vie a 2 solutions. Ou je vous dis, faites comme vous voulez. Vous voulez vous rendre coup sur coup, vous le faites. Ou je vous dis, attendez, on peut trouver une autre solution. La solution c'est quoi? Je vais vous rappeler ceci. Moi je rentre d'un voyage. Dès que vous dites la Guinée à l'étranger, personne ne vous écoute plus. Personne ne vous écoute plus. Et ça, nous sommes tous responsables de cela. Ici, il y avait un poste de police qui a été forcé de quitter les lieux à cause des nombreuses attaques lors des marches. Récemment, le chef de l'État, dans le souci de mieux comprendre les préoccupations des jeunes de l'axe Cimenterie Amdalaï, a organisé une rencontre au palais Sécotoria. À la rencontre, ont pris part de jeunes leaders de groupes, parmi eux Moujitaba. C'est en Belgique que nous le retrouvons.
j'ai pris la parole, j'ai dit au président de la République, le problème est que l'axe Hamdallah Bambeto, ce n'est pas seulement les maisons de jeunes et autres. Monsieur le Président, nous assistons à des arrestations arbitraires. Nos amis sont en prison, nos frères sont en prison. Ils sont malades, il y a d'autres qui sont handicapés aujourd'hui. Mais c'est ça, nous sommes marginalisés, nous avons des problèmes. C'est ça au fait, nous voulons notre liberté totale, Monsieur le Président de la République. C'est ça d'abord la priorité. Et donc, je pense que ça a un peu touché le président de la République parce qu'il a pensé que peut-être je suis mandaté par des partis politiques. Non, moi je suis venu au nom de la CJDDN, la coordination des jeunes démocrates pour le développement national, qui après tout ça, qui a même suspendu ses activités en Guinée un peu, vu l'ethnostratégie et tout. Il explique la situation de la zone par le fait que les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, sans aucune perspective d'avenir. Non, et les jeunes du lac sont abandonnés, c'est ça au fait. Depuis l'indépendance, il faut se dire la vérité, les jeunes du lac sont vraiment abandonnés. C'est vrai, la majorité des jeunes qui sont sur le lac sont des Peuls, c'est vrai, mais ils sont aussi surtout abandonnés. Imaginez, il n'y a pas des écoles publiques sur la zone. Et la majorité des jeunes de l'axe Hamdallah Bambeto ont abandonné l'école peut-être la 10e année ou après les bacs, ils ont abandonné les écoles. Surtout à l'époque, vous n'êtes pas sans savoir, vers 2001, 2002, les examens, il fallait payer de l'argent. Les gens ont payé là-bas 500 000, 1 million. Donc ça a découragé d'autres. Et aussi, nous avons vu par exemple les présidents qui ne connaissaient rien. On dit à Lansana Conté par exemple, et il n'a même pas été à l'école, il est président. Donc chacun s'est dit, et avec la Guinée, même moi demain je peux être président. Donc ils ont découragé les jeunes. Et les ministres par exemple, les responsables ont pris les enfants, ils ont envoyé en Europe ici pour se former, tout ça. Et la jeunesse du lac Hamdallah Bambeto est vraiment abandonnée, c'est ça. Et en même temps, nous sommes totalement discriminés dans l'administration et partout, partout, c'est comme ça ça se passe. Même si tu es un artiste aujourd'hui sur l'axe Hamdallah Bambeto, tu n'es pas soutenu, surtout il faut avoir un nom Peul pour être marginalisé. C'est ça en fait le problème sur l'axe. Les jeunes de l'axe Cimenterie Hamdallah, à travers ces marches, ces protestations, ces violences, ne souhaitent-ils pas faire passer un message? Ils veulent être entendus et secourus. Un cri de cœur auquel l'État se doit d'apporter une réponse afin d'éviter que la zone ne soit le terreau des hors-la-loi.